Bonjour à tous, merci Maxime. Alors, je vais vous parler donc de la version 10.3 Rio de RAD Studio, donc Delphi et C++ Builder, en mettant plus l'accent sur Delphi parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas utilisé C++ Builder, il va falloir que je m'y mette cette année. Euh, alors, petite chose avant de commencer, donc je pars sur les slides officiels en anglais. Donc je vais je vais en passer quelques-uns assez rapidement, hein, ça ne devrait pas vous poser de problème. Juste avant de démarrer, je vous propose quand même de regarder le DocWiki. Alors, si vous avez besoin de chercher des informations après cette présentation, évidemment, vous pouvez contacter Maxime chez Bernstein ou moi directement si vous voulez. Vous pouvez aller sur docwiki.embarcadero.com où vous retrouvez dans la partie Delphi Rio 10.3 les topics qui vous donnent accès à la liste de toutes les nouveautés. Donc tout ce dont je vais vous parler là à travers la présentation, sur Delphi, sur C++ Builder, la VCL, RTL, FireMonkey, et ainsi de suite. Et en revenant sur la page précédente, la release note, qui liste en fait tout ce qui a été signalé sur le bug tracker, donc quality.embarcadero, pardon, je ne suis pas sur le bon, c'est le troisième. Si, voilà, qui liste normalement toutes les modifications qui sont, c'est celui-là, qui ont été faites suite à des demandes sur le bug tracker, donc sur quality.embarcadero.com, que je vous invite à visiter aussi régulièrement si vous avez des demandes de nouveautés ou de nouvelles fonctionnalités ou des signalements d'anomalies à faire. Donc vous avez la liste complète de tout ce qui a été corrigé parmi les signalements faits par la communauté d'utilisateurs. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez des anomalies que vous auriez décelées avant, pour voir si elles sont dans la liste ou pas, et si c'est pas le cas, bah, évidemment d'aller vérifier si c'est corrigé, pris en compte ou toujours en attente. Voilà, donc je vais partir sur la présentation de base. Donc là, ce sera donc là 10.3. On va parler des nouvelles fonctionnalités de Delphi, rapidement de C++ Builder pour les fonctions qui sont disponibles. Android pour la partie native, l'API et le Z-Order. La VCL pour tout ce qui est haute définition et composant Windows Store pour l'accès au Windows Store de Microsoft en fait. Les modifications sur l'IDE, RAD Server rapidement, mais ça fera l'objet d'un webinaire complet plus détaillé plus tard, et les améliorations de performance. Donc c'est la présentation officielle, du coup c'était un peu mélangé par rapport à l'ordre final. Donc là je vais passer. Donc petit rappel, RAD Studio c'est donc un environnement de développement complet qui permet de faire du multiplateforme avec 5 compilateurs principaux, enfin 5 plateformes cibles, Linux, Windows, Mac, iOS et Android. La partie Linux que pour les serveurs sur la version entreprise, les 4 autres grâce à FireMonkey avec une interface visuelle qui permet de travailler sur tablette, sur smartphone et sur ordinateur classique. Vous avez aussi la génération de sites internet à partir de certaines librairies qui sont fournies. Donc c'est du développement rapide avec des composants qu'on place sur des fiches, mais ça normalement vous devriez avoir l'habitude. Donc là ce sont les cibles en cours. Donc actuellement dans RAD Studio sur la version 10.3 Rio, on cible Windows 10 avec la mise à jour d'octobre, macOS Mojave, donc la dernière version du système d'exploitation d'Apple pour Mac, Linux en 64 bits sur Delphi. Pour l'instant, il n'y a pas encore le compilateur sur C++, mais David Millington a bon espoir de pouvoir le proposer prochainement. Android Pie pour Android, donc c'est effectivement aussi la nouvelle version, et iOS 12 pour la dernière version de l'OS de Apple. Parmi les fonctionnalités principales sur la version précédente, donc là je le fais rapidement, il y a eu pas mal d'évolutions sur tout ce qui était environnement graphique, des changements sur le DI, des thèmes d'affichage, et des modifications côté RAD server pour la prise en compte au fur et à mesure des intégrations avec la librairie JavaScript XTJS de Sencha, puisqu'évidemment, Idera ayant racheté Embarcadero et Sencha, ils en profitent pour essayer de faire des passerelles entre les deux pour simplifier le développement applicatif compilé, on va dire, avec du développement qui fonctionnerait sur les plateformes Internet. Alors, RAD Studio, donc ça c'était le détail de la version 10.2.3, la dernière en date, sachant que si vous avez besoin de la réinstaller, je vous recommande de retélécharger le fichier depuis le cc.embarcadero.com/myreg, enfin, en gros le site de téléchargement des mises à jour et des nouveaux fichiers, puisque en fait en juillet une nouvelle version était sortie avec tous les patchs inclus directement dessus.
Donc si vous avez besoin de le réinstaller, prenez plutôt l'installeur qui était diffusé en juillet en même temps que la Community Edition, plutôt que celui que vous aviez eu en février ou en mars. Donc je vais passer là-dessus, de toute façon, c'est pas l'objet de la présentation. Donc Community Edition, alors évidemment, la Community Edition qui est sortie en 10.2.3 est aussi disponible désormais en 10.3 Rio. Donc une version pour Delphi, une version pour C++ Builder. Par contre, elles ne sont pas utilisables en même temps l'une que l'autre, ou en même temps que RadStudio en 10.3. C'est soit la Community Edition en Delphi, soit la Community Edition en C++ Builder, soit un RadStudio ou un Delphi ou C++ Builder séparé, puisqu'ils s'installent au même niveau. Ce sont les mêmes fonctionnalités que la Pro, avec une licence commerciale limitée. Donc, on va passer à Rio. Alors, donc les fonctionnalités principales qui ont été intégrées dans cette version-là, c'est en C++ Builder pas mal d'améliorations dont je vais relister le détail tout à l'heure, et l'inclusion, enfin la prise en compte de la norme 17 du C++. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur les sessions du Code Rage qui a eu lieu la semaine dernière. Il y avait une interview de David Intersimon avec le créateur du C++, dont j'ai le nom qui vient de m'échapper, Monsieur Stroustrup, qui ont parlé des évolutions du langage et évidemment un petit peu de où ça en était côté Embarcadero pour la prise en compte. N'hésitez pas non plus à regarder sur le blog sur community.idera.com la partie blog sur le nouveau site communautaire où David Millington a mis pas mal de contenu aussi récemment. Donc on va rapidement parler de C++, on va surtout parler de Delphi avec les nouveautés du langage, les modifications côté Android, Windows et ainsi de suite, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, pour les plateformes, donc on s'aperçoit surtout qu'on peut mettre désormais l'accent sur Windows 10, puisque depuis le début de l'année, enfin la fin de l'année dernière, il est enfin passé au-dessus des autres systèmes d'exploitation en termes de distribution. Donc ça inclut les ordinateurs mis à jour et les nouveaux ordinateurs vendus, évidemment. Et donc on peut considérer que Windows 10 est le système d'exploitation cible phare pour Windows. Après, la version 10.3 Rio permet de compiler aussi pour Windows 8, enfin 8.1, 8 et 7. Donc on supporte ces trois environnements-là, qui sont les trois derniers de Microsoft, c'est-à-dire à peu près 8 ans ou quasiment 10 ans d'historique de machines en ligne, puisque de mémoire, Windows 7 date de 2007 à peu près. Et on peut aussi compiler, enfin on peut toujours utiliser une ancienne version si on veut cibler encore du XP si c'est nécessaire. Alors, oui, donc on peut considérer que Windows 10 est la plateforme cible principale sur Windows. Du coup, Embarcadero met l'accent dessus, ce qui est un peu normal pour les évolutions de la VCL, puisque la VCL reste liée aux évolutions de Windows. Donc là, dans la version 10.3, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment en ce qui concerne les images et la gestion des écrans en haute définition, tout ce qui est 4K et DPI. Donc là, je vais y revenir, et aussi la prise en compte d'un certain nombre de nouvelles API de Microsoft qui ont été réimportées et réencodées en Pascal. Par rapport aux multiplateformes, les choses ont un peu changé par contre. Windows n'est plus du tout le système d'exploitation phare, tout matériel confondu. Depuis 2013, iOS a dépassé les Mac, Android aussi, et Android a dépassé Windows depuis l'an dernier. Donc en fait, depuis un an, la plateforme la plus répandue au niveau mondial en termes de périphériques sur lesquels on pourrait développer quelque chose, c'est Android. Et le succès de cette plateforme est surtout lié au fait que les machines ne sont pas chères, enfin la plupart, que le système ne coûte pas grand-chose et que le développement se fait facilement sans s'embêter avec des certificats comme le fait Apple. Par contre, ça veut dire aussi qu'on va commencer à avoir des besoins en termes de développement Android plus importants que des besoins sur du Windows pour les sociétés de services, notamment. D'où l'intérêt d'avoir un environnement qui permet de tout faire et de compiler sur toutes les plateformes utiles. Alors, je vais passer sur celui-là, c'était juste l'explication de comment ça fonctionne sur les trois systèmes d'exploitation classiques pour iOS, Android, Windows, et en rappelant que RadStudio, en fait, c'est toujours une base de code qui se compile sur les 4 ou 5 plateformes, puisque Linux sert aussi, à partir d'une seule base de code. Donc toutes les API qui sont fournies, on sait à l'avance
pour quelle plateforme elles existent, et quand on utilise une fonction ou un composant, on sait sur quoi il fonctionnera, sans avoir de surprise une fois qu'on a compilé. Le fonctionnement étant le même sur toutes les plateformes, tant qu'on peut le faire. Voilà. Alors, Embarcadero va continuer à faire évoluer la VCL concernant les évolutions de Windows, évidemment. Et par contre, l'accent est aussi mis au niveau du multiplateforme, puisque FireMonkey est a priori le framework qui a le plus de demandes sur l'avenir, justement parce qu'il permet de développer sur du mobile et du desktop. Donc les deux vont continuer à évoluer, évidemment, et FireMonkey va continuer à grossir en fonction des évolutions sur les différents systèmes d'exploitation ciblés. Donc, sur la version 10.3, on va parler de l'IDE. Enfin, je vais vous parler rapidement de l'IDE, et surtout, je vais vous le montrer pour ceux qui n'auraient pas encore fait la migration, ou qui n'auraient pas encore installé la version 10.3. Donc, il y a eu un gros relookage de l'interface utilisateur pour l'environnement de développement. L'objectif global était de rendre les choses plus claires, plus lisibles, et surtout d'améliorer un petit peu l'ergonomie de l'environnement quand on avait de façon historique des choses pas toujours classées dans un ordre intuitif. Alors ça demande un petit peu d'habitude, de prise en main au départ, mais au bout de quelques jours on s'y fait bien. Et la présence de champs de recherche un peu partout est très utile. Donc là en l'occurrence vous allez voir une ancienne version pour les options et la nouvelle version en bleu. On a toujours depuis la 10.2, on a un style sombre et un style clair. Alors le style clair, c'était le gris qui est devenu bleu. Le style sombre a été amélioré pour des questions d'ergonomie en fonction des retours des utilisateurs, en fait. Donc vous y verrez aussi des modifications, il y a pas mal de possibilités en plus. Donc je vous parlerai de tout ça en vous montrant les écrans directement. Donc on a les fenêtres de dialogue ont été modifiées, tout ce qui était liste a été modifié, les boutons l'ont été aussi, et ainsi de suite. Donc là, je repars là-dessus, et c'est parti. Donc, allons-y. Donc là, on est sur la version, je l'ai prise en français, je l'ai réactive en français, donc on est sur la version 10.3. Vous avez la page d'accueil ici, on n'a plus l'onglet documentation, puisque pas mal de monde se plaignait que quand on fermait un projet, on atterrissait sur documentation plutôt que la page d'accueil, donc ils ont préféré nous le retirer et le passer ici, comme c'était le cas sur la 10.1. Donc là, on a démarré, on a les tutoriaux, et on a la doc en ligne, téléchargée, affichée au moment du chargement de la page. La documentation a été aussi relookée globalement, aux mêmes couleurs que le nouvel IDE, dans son thème clair. Côté thème, on a aussi donc le changement de thème possible en haut dans la barre de titre. Donc on peut passer du foncé au clair, et on peut mettre un thème particulier directement que pour la partie éditeur. Donc on a un thème global, et on peut faire un thème spécifique pour la partie saisie, si on le veut. Et on peut aussi aller changer directement les informations. Alors c'était ici, option du thème. Normalement. Donc là, en fait, dans la partie option du thème, on peut spécifier des thèmes différents, clair, foncé, et ainsi de suite. On a toujours la possibilité de mettre certains des thèmes de la VCL directement en les appliquant à l'EDI, puisque l'EDI est toujours développé en VCL essentiellement pour la partie graphique. Et on peut paramétrer tout ça tranquillement. Donc là, je sors. Alors, je vous montre rapidement le thème foncé, mais je ne vais pas m'attarder parce que je n'arrive pas à m'y habituer. Voilà, donc on reste sur du foncé, il y a du bleu pour mettre en valeur les éléments qu'on veut mettre en valeur. Les onglets du haut sont à gauche, les onglets du bas sont à droite. Ça dans le foncé et dans le clair. Après, je reviens donc sur... Bon, je vais le faire là-dessus. Quand on est sur une fenêtre, alors je vais plutôt le faire à partir du clair et dans un projet, ce sera plus simple. Pour moi, alors, les thèmes sont là. Ici, on a les dispositions de démarrage. On peut les paramétrer désormais pour être sûr que... Enfin, les dispositions, on peut forcer la nôtre, si on veut. Alors qu'avant, on les rajoutait ici, c'était à nous de les choisir au fur et à mesure. Et là, on a toujours notre champ de recherche. Par exemple, si je cherche option, il va aller chercher dans tous les textes de l'EDI pour nous proposer les différents champs qui contiennent le texte qu'on tape. Donc, option, c'est trop, mais si je fais SDK, par exemple, il va nous afficher les différentes options, et si je clique là, version des SDK, il nous affiche la fenêtre de dialogue dans laquelle il y a la version du SDK. Et il nous positionne dessus. Donc très pratique.
pour la recherche, n'hésitez pas à l'utiliser. Sur les menus, il n'y a pas eu de modification particulière. Par contre, tout ce qui est fenêtre de dialogue et autres ont été modifiés. Donc là, je vais par exemple passer sur Getit, où vous avez les rubriques à gauche, et la liste a été relookée pour être plus clair et plus simple. En fait, maintenant, on a les icônes de texte directement, plutôt que l'ancien affichage où on avait les icônes les unes après les autres, avec une multitude d'écrans, avec 8 fonctions ou 8 possibilités par écran à chaque fois. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On a toujours un bouton de recherche en haut. Donc là, si je vais, par exemple, chercher thème, donc c'était les styles, il va aller chercher dans tous les textes. Alors là, il recharge la liste et il me raffiche que les choses qui ont du style, par exemple. Après, on peut évidemment continuer à rechercher à gauche, sachant que sur Getit, on a donc des exemples de projets, des librairies open source, des composants additionnels gratuits ou en évaluation qui sont disponibles. Et puis pas mal de petites choses en plus qu'on peut utiliser dans nos projets gratuitement ou sous licence derrière en prenant la version complète. Ici, donc pour Getit, sur l'installeur, il y a eu quelques petites modifications. Donc on a toujours les différents compilateurs. Là j'ai la version entreprise, donc j'ai toutes les cibles possibles. Et dans les options, on a toujours la possibilité d'activer ou de désactiver certains composants supplémentaires. Notamment Interbase qui est dans l'installateur web et qui n'est pas dans celui-là. On peut aller le télécharger directement depuis le site DatoZ qui le fournit gratuitement pour la version 14. Voilà, donc ça c'est bon pour celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, donc les options. Alors, outils options a été relooké, projet options aussi. Donc sur les options de l'environnement, on a donc désormais des rubriques avec sous-rubriques, plusieurs niveaux, au lieu de la très longue liste qu'on avait avant. Et tout ce qui est... Enfin, ça a été retrié pour regrouper les informations en fonction du type d'information qu'il nous faut. Donc par exemple, là on a toute la configuration liée à l'IDE. Si on veut aller voir tout ce qui était configuration par défaut pour un déploiement, ce sera dans la rubrique déploiement. Tout ce qui est langage est ici, et ainsi de suite. Alors au départ, on cherche un peu, ou alors on utilise la fonction de recherche directement dans la fenêtre. Là par exemple, si je veux aller changer, je ne sais pas quoi, l'éditeur, autocomplétion, évidemment, ça marche pas comme ça, puisque c'est pas le terme exact. Complétion non. Mauvais exemple. Auto. Aussi pour auto. Achèvement automatique, c'était achèvement. Achèvement de code. C'est la fonction qui permet dans l'EDI d'avoir la fin des blocs qui se rajoute toute seule quand on fait un espace. Donc là, si je vais sur achèvement automatique, je vais sur la partie interface utilisateur dans laquelle il y a option de l'éditeur et ensuite audit de code. Donc je désactive, alors je vais juste vous agrandir un petit peu l'image. Moi je désactive systématiquement l'achèvement automatique dans la partie Pascal. Parce qu'en fait je préfère le taper à la main. Donc on a les informations pour chaque rubrique et on a tous les paramètres en fonction de l'endroit où on est. On peut par exemple dans l'éditeur aussi modifier les couleurs. Alors c'était dans celui-là, pardon, puisqu'on avait un thème avant, et là en fait il nous affiche directement ce qui est pris en compte. Donc si je vais sur du Delphi, je peux aller modifier ça avec les styles qui ne sont pas définis. Donc styles de l'éditeur qui sont accessibles depuis l'onglet, enfin l'icône dans la barre de titre. Ou ici, par exemple, je vais dire que la couleur d'avant-plan, elle ne sera pas par défaut, ce sera du bleu. Il aurait dû le personnaliser directement. Je ne suis pas dans la bonne option. Si, bon, bah, il ne le fait pas. Pour l'avant-plan, alors mauvaise idée. Il fallait bien que je me plante sur un truc. Hop. Donc, la couleur du fond. Je vais la mettre en bleu, voilà. Et en fait, on peut récupérer les informations des différents éléments au fur et à mesure. Donc, je me le remets par défaut par contre. Hop. Voilà. Donc il y avait ça à vous montrer, et gestionnaire de thème. Non, il y avait bureau. Comment ils appellent ça? Position, disposition.
disposition de page par défaut. C'est pas celui-là, donc on les a ici. Donc on a les dossiers par défaut et enregistrement et bureau, voilà. Donc dans IDE enregistrement et bureau, on peut spécifier la disposition qu'on veut en fonction de l'état de l'éditeur, en démarrage, par défaut à l'utilisation ou en débugage. Et ça, en fait, ça n'y était pas encore, et du coup, quand on avait notre propre disposition, elle n'était pas prise systématiquement en compte, il fallait la modifier. Donc ils ont fait pas mal d'évolutions de ce côté pour améliorer notre interface et l'utilisation elle-même. Donc là, je vais rentrer dans un projet, on a l'assistant de création de projet qui a évolué aussi. Donc là, je reste sur de l'application vie, je vais plutôt passer par l'assistant global. Donc je vais faire un nouveau autre. Et donc là, j'ai les listes complètes, mais je peux faire une recherche aussi. Donc là, par exemple, je vais faire une application FireMonkey, donc multipériphérique. Donc je vais sur multi. Je trouve quelque chose dans C++ Builder et quelque chose dans Delphi. Donc là, je vais aller dans Delphi sur application. Voilà, et il nous affiche le truc normal pour la création. Donc là, je suis dans le concepteur de fiches, hein, ça n'a pas changé. Si je reviens dans l'éditeur, donc j'ai mes onglets à droite pour code, conception et historique, et le texte habituel. Alors, grosse modification aussi, dans un souci de nous permettre de savoir un petit peu où on est. Quand on clique sur une fenêtre et qu'on est quel est le focus, il change aussi la couleur du titre. Ce qui permet, quand on n'a pas le curseur de visible, de savoir où on est, notamment quand on bouge les flèches directement, quand on veut manipuler des choses avec le clavier plutôt qu'avec la souris. Donc un gros travail de relookage fait pour ça, en plus de pas mal d'autres améliorations que vous verrez à l'utilisation. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'éditeur. On va pouvoir passer à la suite. Donc, dans l'éditeur, on a aussi des évolutions au niveau de la complétion de code qui a été améliorée et accélérée. Au niveau de Delphi, évidemment, ça fonctionne aussi pour les autres langages et les autres fichiers qui sont pris en compte. Dans C++, on a aussi des modifications côté complétion qui ne marchaient pas et là qui est opérationnel. Sur les gros projets, ça s'est nettement amélioré puisqu'en fait, avant, elle n'était pas traitée en tâche de fond. Maintenant, c'est le cas. Donc il n'y a plus de blocage quand vous tapez quelque chose, ça se complète au fur et à mesure que vous tapez, comme ça le fait sous Delphi. Et il y a eu pas mal d'évolutions en termes de DI, notamment l'intégration du IDE Fixpack pour tout ce qui était correction d'erreurs éventuelles ou d'accélération au niveau de l'EDI. Là. Alors, autre chose, donc désormais c'est .NET en version 4 qui est installé depuis la 3.5, sachant que la 3.5 n'était plus diffusée quasiment directement avec les OS, alors que la 4 l'est directement avec Windows 10. Donc normalement, à l'installation, on n'est plus censé avoir besoin d'installer aussi le .NET. Il est fait tout seul quasiment, ou il est déjà. Sur les autres modifications, donc sur l'IDE, il n'y a plus la barre d'outils Community Toolbar que, a priori, personne n'utilisait. Le SDK de Windows, c'est la dernière version en date, donc celle d'avril de cette année, qui est installée aussi par défaut. Il y a eu des évolutions côté live binding qui ont permis d'accélérer pas mal de choses à l'ouverture des fiches, notamment quand elles ont beaucoup de composants, et des modifications aussi donc liées à l'IDE Fixpack. Les démos sont désormais sur GitHub, en plus d'être sur SourceForge, donc si vous avez une préférence, vous pouvez aller les récupérer là-dessus pour regarder les démos de la version en cours ou les démos de la version d'une des versions précédentes. Puisque comme c'était le cas jusque-là, Embarcadero diffuse une arborescence ouverte de toutes les démos qui étaient fournies avec les environnements puis la XE. Si on parle langage, donc côté Delphi, il y a eu des améliorations aussi et pas mal de modifications côté accélération, à l'utilisation, à la saisie et à la compilation. Donc sur C++, le plus significatif, ça a été la prise en compte du C++ 17 et le passage sur ces langues par défaut. Évidemment, on peut toujours basculer sur l'ancien compilateur qui était fourni par Embarcadero si on le désire.
La version 64 bits de Mac qui a été repoussée à la prochaine release, a priori. Donc il est possible qu'on l'ait sur le premier trimestre qui arrive. Enfin, sur 2019, en fait. En tout cas, c'est la priorité par rapport aux évolutions à venir sur les compilateurs. Donc dans les nouveautés du langage Pascal, alors attention, ce qui suit n'est valide qu'à partir de la 10.3 et ne fonctionnera pas sur un autre système qui vous permettrait de faire du Pascal. Enfin, en tout cas, pas tant qu'ils l'ont pas intégré. Donc on a deux grosses nouveautés au niveau du Pascal, ce sont les variables que j'appellerais des variables de bloc, qui sont officiellement appelées inline variables, qui sont en fait des déclarations de variables n'importe où dans le code, avec une visibilité liée à la déclaration dans le bloc dans lequel il est. Donc on peut déclarer des variables n'importe où, et pas forcément entre la déclaration des procédures fonctions et le premier begin. Donc ça, on va avoir un exemple. Et là, vous avez par exemple à l'écran un begin avec un var s de .string qui prend pour valeur 20.toString. Donc ce truc-là, en fait, c'est une déclaration à l'intérieur du bloc de code d'une variable s de type chaîne qui prend un entier transformé en chaîne. Et pareil, on peut l'utiliser dans les boucles. Donc on n'aura plus besoin de déclarer les i, j, k, x, y, et ainsi de suite en haut de procédure ou fonction. On les déclare directement à l'endroit où on s'en sert. Et une fois qu'il est sorti de la boucle, elle n'existe plus. Donc il continue à les déclarer au niveau de la pile, en termes de compilation, comme des variables locales. Par contre, elles ne sont accessibles que dans le bloc de code dans lequel elles ont été déclarées, et à partir de leur déclaration. Et l'autre chose, c'est l'inférence de type. Donc en fait, c'est la possibilité de déclarer des variables sans leur définir leur type. Comme le compilateur le sait parce qu'il fait des tests de toute façon des types lors de la compilation, il nous permet de ne plus les spécifier nous-mêmes. Ce qui va être très utile pour tout ce qui est parcours de collection d'objets, pour ne pas avoir à savoir sur quoi on travaille. Autre évolution sur Linux en 64 bits, donc côté Delphi, Arc a été abandonné et on va s'orienter vers une disparition totale de Arc pour les objets, sur iOS et Android aussi à terme. Donc je passerai sur les raisons. Marco Cantu avait a sorti un article là-dessus avec toutes les explications sur le pourquoi du comment. Personnellement, je trouve que c'est une avancée de l'abandonner une bonne fois pour toutes. Après, ça restera utilisé évidemment sur tout ce qui était déjà utilisé avec du Arc, hein, les créations, suppression de chaînes, quelques tableaux, et sur les interfaces. Donc là, ils vont améliorer les choses, mais pour nous, ça restera transparent. Par contre, pour tout ce qui est objet, à nous de créer et de supprimer les objets, comme on a toujours fait en Pascal, normalement, dans des programmes propres. Les effets de bord de ça, c'est que désormais, on a aussi accès aux chaînes ANSI en Linux, puisqu'elles n'étaient pas gérables avec Arc activé. Donc, en fait, maintenant, on a à nouveau, en compilation Linux côté serveur, tout ce qu'on utilisait en Pascal d'habitude. Évolution aussi côté C++ Builder sur la taille des champs de façon compilée. Donc ça, je vous laisserai aller regarder sur la doc et sur le site pour voir le détail. Et ils ont amélioré le compilateur en l'accélérant. Donc, il y a une variable, on en a parlé, je vais vous faire une démo, ce sera plus simple. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors allons-y. Donc j'ai un projet de démonstration là-dessus. Sauf que je ne vais pas me mettre là-dessus. Mais là, démo. Donc là, voilà. Donc je vais l'exécuter. Alors, par exemple, ici, on aurait un bloc de code. Donc là, sur cette démo-là, en fait, il nous affiche une partie source et derrière, on a l'exécution. Donc là, on a un begin, un var idx de .int32. C'est une déclaration d'un entier en dessous du begin, donc à l'intérieur du bloc. On lui attribue la valeur 12 et on l'affiche. Donc into string de idx. Donc évidemment, ça affiche idx égale 12, puisque idx égale la variable, enfin la valeur sous forme de chaîne de l'entier. Donc on peut déclarer ça directement ici. Évidemment, tous les types fonctionnent. Hein. Donc on peut déclarer une variable dans un begin, enfin dans un core à partir d'une condition, donc ça marche de la même façon. Par contre, une fois sorti du begin end,
le IDX qui a été déclaré ici n'est plus actif. Donc on est bien sur des variables locales au bloc dans lequel elles sont déclarées, et à partir de leur déclaration. Donc là, ça affiche 5 parce que le calcul est fait. Voilà. Petit détail, if 1 égale 1, c'est juste pour être sûr qu'il passe dedans, c'est pour la démo. Ensuite, var for idx prend pour valeur 0 to 5 do begin. Là, on a une petite subtilité, c'est qu'en plus d'avoir la variable inline liée au for, on a aussi supprimé le type. Normalement, on aurait dû dire ici, avant le begin, var idx de point integer, et ici for idx prend 0 to 5. En fait, on peut directement écrire for var idx prend 0 to 5. On a la possibilité de faire for var idx de point integer prend 0 to 5 si on le désire. Mais c'est plus nécessaire puisque en fait le compilateur sait que le 0 est là, c'est de l'entier, donc enfin de l'entier. Il ne sait pas si c'est du entier que positif ou pas, mais ça dépend des valeurs, et puis on peut le spécifier si on le désire. Donc là, effectivement, il va faire de 0 à 5 l'affichage de la valeur. Ensuite, en fait, ce qui marche sur les variables fonctionne aussi désormais sur les constantes. Donc on peut déclarer n'importe où dans le code une constante en lui donnant éventuellement un type et une valeur. Alors évidemment, derrière, ça veut dire qu'on ne peut toujours pas modifier une constante, parce que l'objectif d'une constante, c'est quand même qu'elle ne soit pas modifiable, mais par contre, on peut les mettre n'importe où si on en a besoin. Il faut quand même penser à la lisibilité du code, quoi qu'il arrive, et que du coup, si c'est fait en 10.3, ça ne fonctionne pas sur les versions précédentes. Donc si vous êtes sur des environnements avec plusieurs versions de Delphi, il faudra passer à la dernière pour tout le monde, ou ne pas utiliser ces fonctionnalités, hein, évidemment. Donc là, Hello World sur de constantes qui sont mises dessus. La même chose avec les variables, donc var i de point, enfin, prend pour valeur 22. Normalement, on aurait dû mettre var i de point integer, et ensuite i prend pour valeur 22 en dessous. Enfin, en tout cas, séparément. Donc là, on peut tout mettre au même endroit, parce que le compilateur sait que le 22, c'est l'entier, ou en tout cas du numérique, et donc il en déduit le type du i. Et pour le j, il prend une valeur sous forme de chaîne, donc il sait que c'est une chaîne de caractères, et il attribue une chaîne à j qui est transformée en chaîne. Et derrière, tous les tests sont faits automatiquement comme ça. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, j'y répondrai une fois que j'aurai tout passé, en revenant éventuellement sur les exemples si vous avez besoin. Alors, petit exemple un peu plus compliqué ici, puisqu'on passe par des classes. Donc maintenant, on va pouvoir écrire var maxDictionary, par exemple, prend pour valeur un dictionnaire.create. On n'a pas besoin de lui dire quel est le type, puisqu'en fait le type il est avant le create. Enfin, en réalité, le type il est renvoyé par le create. Et donc cet objet-là, myDictionary, ce sera un truc de type TextDictionary string integer. Et on s'en sert normalement derrière sans se poser de questions. Donc l'objectif de tout ça, c'est de nous simplifier le code et d'accélérer le travail. Donc là, c'était pour Linux, et la compatibilité pour le C++. Voilà. Alors, sur le C++, donc passage à C++ en version 17, pour la toute chaîne. Ensuite, on a le Clang qui a été amélioré et encore et qui est désormais par défaut, sachant que Clang est un compilateur utilisé par pas mal d'environnements de développement en C++, et qu'il a surtout l'avantage de détailler les erreurs. Donc s'il y a des anomalies, il permet de savoir ce que c'est. Après, il y a beaucoup d'évolutions, donc là je vous incite à aller regarder directement sur le site, sur le doc-wiki, ou de voir avec les informations qui ont été transmises par David Millington sur community.idera.com ou community.embarcadero.com si vous préférez rester sur l'ancienne interface. Les évolutions de l'AVCL. Donc, grosse évolution, c'est en ce qui concerne les écrans à haute capacité. Alors, ces évolutions sont disponibles pour tous nos projets désormais, et il y en aura encore d'autres après. Certaines ont été intégrées à l'EDI, puisqu'en fait, il hérite aussi de ce qu'on fait sur tout ce qui est VCL. Donc, certaines fonctionnalités sont en plus sur l'EDI, et vous aurez les effets normalement quand vous regarderez sur des écrans 4K si vous avez la possibilité d'en avoir, ou plusieurs écrans de résolution différentes. Ça se manifeste essentiellement par deux choses. La création de nouveautés,
de deux nouveaux composants qui permettent de gérer des listes d'images à la place du TImageList habituel. On va avoir un conteneur d'images qui permet de spécifier, comme dans FireMonkey, des images de plusieurs tailles différentes. Et ensuite, c'est l'utilisation de ce conteneur-là qui fera le choix de la bonne image par rapport à la résolution qui est en cours. Alors là aussi, je vais vous faire une petite démo. Par contre, ça me paraît... Oui, c'est ça. Hop. Ici. Donc, je suis sur le bon. Ici. Donc avant, vous aviez un ImageList avec la taille des images en 16 par 16 par exemple, et dans l'ImageList lui-même, la liste des images. Désormais, on a un image collection qui va contenir les images de la même chose que la liste, hein, globalement, qui normalement se met dans un data module, puisqu'en fait, lui, il va servir de conteneur. Donc chaque fois que vous l'ouvrez, il contiendra toutes les images de votre projet, ou alors une sélection dedans. Vous avez la possibilité ici de sélectionner, enfin de ranger les images par catégorie si vous voulez les choisir différemment, si vous en avez beaucoup. Et là, en fait, sur chaque image, on va pouvoir envoyer dans la collection d'images un certain nombre d'images de tailles différentes pour la même chose. Et en fait, à l'utilisation, il va aller choisir la plus adaptée. En fait, il va prendre celle qui est juste à la taille au-dessus ou à la taille dont il a besoin et la réduire. Ça évite les phénomènes de pixelisation qu'on a actuellement, où ça agrandit en fait les images actuelles. Quand on agrandit, forcément on pixelise, alors que là il en a plusieurs de tailles différentes, donc il prend la meilleure pour lui, et ensuite il la réduit quand c'est possible, ou aussi, là en l'occurrence, s'il en avait besoin en 256 par 256, il prendrait celle-ci, en 128 par 128. Il va quand même afficher quelque chose quoi qu'il arrive, mais il prendra la plus adaptée en fonction du contexte. Donc là, le TImage collection, c'est donc un conteneur global, donc à mettre sur un data module. Vous pouvez y spécifier éventuellement directement les noms d'images, il y a plein de petites options sympas. Voilà, et on a ensuite un virtual ImageList qui lui sera à mettre sur la fiche qui utilise les images. Puisqu'en fait, c'est lui qui va aller chercher la bonne image et calculer sa taille. Et en fait, ce virtual ImageList, il se rattache à une collection d'images, donc normalement stockée sur un data module, et il se place sur une fiche ou un frame, donc un T-form ou un T-frame en fonction de l'endroit où vous êtes en train de travailler. C'est lui qui a la taille des images finales. Donc là, par exemple, on reste sur des images de boutons, par exemple, donc c'est du 16 par 16 quoi qu'il arrive, comme avant. Donc il aura les mêmes informations que vous auriez mis sur un ImageList. Évidemment, il est compatible avec un ImageList, et donc il est utilisable sur tous les composants qui utilisaient des ImageList. Et quand je vais dessus, j'ai en fait la sélection des images que je veux utiliser sur la fiche sur laquelle je suis. Et donc là, en fait, ça se fait tout simplement en allant choisir les images dans l'autre. Donc là, en l'occurrence, je les ai déjà toutes. Hop. Donc il ne nous en propose pas d'autres. Parce qu'en fait, on a... Voilà. Il est là. Oui, parce qu'il y a la case autofill. Donc autofill, c'est qu'il prend toutes les images par défaut. Sinon, on a des boutons qui permettent d'aller sélectionner l'une des images de la collection. Enfin, l'une ou plusieurs. Donc là, je vais laisser en autofill avec toutes les images. Alors faites attention quand même avec ces histoires, c'est qu'on reste sur le positionnement avec un index. Donc si vous rajoutez des images dans la collection, et ensuite dans vos images virtuelles, enfin votre liste finale, pensez à les rajouter à la fin. Et si vous en supprimez une, comme avant, vous avez toutes les images qui les égalent un cran. Donc méfiance quand même sur ces choses-là, sachant que l'image collection doit être donc à l'extérieur. Le virtual ImageList, en fait, il va choisir la bonne image en fonction de la résolution de l'écran sur lequel se trouve la fiche sur laquelle il est. Donc avant, en fait, on avait une résolution globale pour l'application, on pouvait éventuellement travailler comme ça. Maintenant, on a une résolution par fenêtre. Et en fonction de l'écran sur lequel apparaît la fenêtre, il adapte l'image. Et si on déplace l'image, enfin la fenêtre sur un autre écran, il va aller recalculer les images correspondantes. Donc ça permet d'avoir à tout moment la meilleure qualité possible des images affichées à l'écran. Petite démonstration. Donc là, j'ai la fenêtre, je vais juste agrandir la fenêtre. Donc là, je suis en liste classique.
Si je passe en virtual, voilà. Sur la classique, il adapte rien, il prend la 16 par 16, alors que la virtuelle, il adapte la taille qu'il faut. Et le tout avec la résolution qu'on a demandé sur la fenêtre. Alors, je vais faire un test en même temps que vous. Si on triche, je le relance. Ici. Donc là, je suis sur un... Tiens, je suis sur un Mac. Du coup, en machine virtuelle pour Windows, donc je ne sais pas si ce que je vais faire va fonctionner correctement. Là, je vais passer... Non, c'est sur les... Voilà, c'est celui-là. Donc si je passe à 150, par exemple, j'agrandis. Je réagrandis, on est toujours comme ça. Alors qu'avec le toggle, il nous affiche la bonne résolution. Et si je réduis, il n'a pas branché. Et donc pour ça, en fait, on a deux choses qui ont été rajoutées. Enfin, deux choses. Deux choses visibles pour nous. Ce sont des fonctions qui permettent d'accéder directement à la résolution en cours, donc qui étaient get system metrics et get system windows metrics, ou metrics by window. Et au niveau du projet, vous avez une nouvelle option sur la partie manifeste, qui permet de lui dire gère les choses de la nouvelle façon. Donc dans la fenêtre d'option de prochain, qui elle aussi a été relookée du coup, avec une zone de recherche si on veut. On va dans la partie application, on a les infos de version et le manifeste ici. Et donc sur le manifeste pour Windows, alors idéalement on le fait plutôt pour toutes les plateformes, il faut lui mettre ici le permonitor V2. Et grâce à ça, en fait, ça utilise les API Windows 10 qui permettent de savoir quelle est la résolution en cours. Et ça fonctionne aussi sur les versions précédentes de Windows, mais sans tenir compte de la résolution, puisqu'on n'avait pas accès sur les Windows 7 et 8. Voilà pour celui-ci. Donc, getSystemMetrics et getSystemMetrics for Windows pour les deux fonctions qui nous permettent de le calculer nous-mêmes si on a envie ou besoin de savoir ce qu'il en est réellement. Donc, ensuite, là c'est bon, je l'ai dit. Alors, autre chose qui a été rajoutée aussi sur la vaisselle, c'est le composant T-Windows Store. Alors, je dis la vaisselle, en fait, il fonctionne aussi sur FireMonkey, évidemment, puisque c'est le composant d'interface avec l'API de Windows Store de Microsoft, qui permet de savoir des informations sur l'application en cours, sur les applications qu'on a nous-mêmes soumises au store, ou sur les achats intégrés. Donc on peut désormais, grâce aux composants fournis, gérer les achats intégrés par rapport au Windows Store, par rapport à iOS et par rapport à Android, puisqu'il y a aussi des composants pour les plateformes mobiles, donc smartphones et tablettes, pour gérer les achats intégrés. Et ils ont amélioré les composants WinRT. Pareil, je le dis rapidement, mais il y a pas mal d'évolutions au niveau des API Windows qui ont été réintégrées dans le Pascal aussi. Donc on a plusieurs Windows API, enfin des unités rattachées aux Windows API pour faire des choses qui n'étaient pas disponibles avant en direct. Alors, FireMonkey, donc on reste sur de la compilation multiplateforme avec une partie graphique. Donc toujours une base de code, compilation sur 4 plateformes actuellement, donc Android, iOS, Windows et Mac. Pour Linux, Embarcadero ne fournit pas l'interface graphique, par contre on peut s'en procurer une version auprès de KSDev qui édite un produit qui s'appelle FMX Linux, donc ça c'est payant, et ça s'utilise donc à partir de la version entreprise de Delphi, puisque c'est là où on a le compilateur Linux. Pour iOS 12, donc on a eu des évolutions, c'est la prise en compte de la dernière version de l'environnement, enfin du système d'exploitation d'Apple. Donc on travaille sur la 10, la 11 ou la 12. On peut encore compiler pour la 9 si on veut. Par contre, quand on diffuse sur le store d'Apple, maintenant on est de toute façon limité aux 11 et 12. Et normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait être obligé de leur transmettre des choses compilées pour la version 12. Donc quoi qu'il arrive, on est contraint de passer par là. Du coup, si vous voulez diffuser des applications mobiles, smartphones, enfin iPad ou iPhone, il faudra que vous passiez à la 10.3 Rio pour les compiler et ensuite les soumettre à Apple.
Évidemment, les nouveaux téléphones d'Apple sortis en septembre et octobre sont pris en compte pour les tailles d'écran et ainsi de suite. On peut aussi faire des tests directement avec du débugage. Il y avait juste une petite subtilité par rapport à la version XS, si je ne m'abuse, c'est celui qui est en écran OLED, qui avait un petit souci au niveau du débugage, mais je ne sais pas si ça a été corrigé après ou si ça fera l'objet d'un patch, il faudra vérifier. Il y a des évolutions au niveau de FireUI, parce que justement les nouveaux téléphones ont aussi l'espèce de greffon en haut de l'écran, comme c'est le cas sur certains smartphones Android apparemment. Du coup, pour l'instant, nous on gérait une fenêtre en plein écran sans tenir compte du machin qui nous bloque une partie de l'écran en haut, qui normalement utilise la barre de notification. Donc il sera disponible dans quelques temps. Au niveau de Gatit, une extension de FireUI pour récupérer les masques d'écran pour pouvoir traiter avec et sans la barre de notification, je vais y arriver, pour la définition de vos écrans. Donc petit rappel, FireUI, c'est le truc qui est ici. Alors par contre, je l'ai pas. Forcément, je suis sur un projet VCL, donc ça va pas marcher. Et donc c'est l'aperçu multipériphérique qui est ici, qui permet de récupérer les différentes plateformes sur lesquelles on veut travailler, et aussi quand on est sur une fiche, alors je vais peut-être passer quand même sur un projet FMX. Voilà. Donc quand on est sur une fiche avec des choses dessus, ouais, mettre détail. Voilà. Donc quand on est sur une fiche, en fait, en faisant de l'affichage ici, sur iOS, on a l'affichage et on peut spécifier un écran, par exemple. Et donc il nous rajoute le masque, et avec ça, on aura aussi les masques pour les derniers smartphones d'Apple. Et dans l'aperçu multipériphérique, on les aura aussi pour pouvoir les afficher et voir à quoi ça ressemble. Évidemment, vous pouvez déjà utiliser le programme Live Express en le compilant pour votre téléphone, puis tester en direct les évolutions que vous faites au niveau de l'EDI, qui apparaîtront directement sur le téléphone en temps réel. Par rapport à Android, il y a eu beaucoup d'évolutions, pas mal de changements au niveau des animations et de tout ce qui était traitement en tâche de fond. Il y a aussi la prise en compte des dernières nouveautés, contraintes, je veux dire, de Google, à savoir que depuis le 1er août, on ne peut plus diffuser de mise à jour, pardon, de nouvelles applications sans être en API 26. Et depuis le 1er novembre, on ne peut pas diffuser non plus sur le Google Play ou le Play Store, je ne sais jamais comment il s'appelle, d'applications qui ne soient pas en API 26. Donc en gros, tous les Play Store. Toutes les anciens environnements de développement ne nous permettaient pas de compiler directement dessus, sauf à bidouiller un petit peu. Et donc désormais, avec la 10.3, on a directement la compilation sur la dernière version. Donc le SDK installé et le SDK en 23, je crois. Et derrière, on peut compiler et transmettre les applications à Google, ça marche très bien. On a aussi des évolutions au niveau des permissions, puisqu'en fait, la grosse nouveauté de l'API 26 de Google, c'est que au lieu de demander les autorisations au démarrage ou à l'installation de l'application, en fait, c'est le programmeur qui doit demander les autorisations dont il a besoin quand il en a besoin, ou au démarrage de l'application selon les cas. Donc là, je vais un peu plus détailler là-dessus. Ils ont fait pas mal de modifications, donc là c'est ce que je viens de dire. Côté Android, on a quand même un marché un peu plus disparate que sur iOS et Windows, puisqu'en fait on a une dizaine de versions du système d'exploitation en circulation, puisque les téléphones ne sont pas mis à jour par Google directement, mais par les fabricants d'appareils, enfin téléphones ou tablettes. Par conséquent, comme les fabricants ne font pas les mises à jour systématiquement, les utilisateurs ne les ont pas non plus, et donc on se retrouve avec un certain nombre de versions en circulation. Donc là, vous aviez un petit tableau avec le niveau de l'API et la version officielle du système correspondante. Donc là, tel quel, on travaille à partir de la 6. Donc on est en API 23 côté SDK qui est fourni, et on compile pour la 26. Enfin, il arrive à faire les deux à la fois. Donc on respecte les règles de contrainte de Google par rapport aux permissions, mais en plus on peut continuer à cibler des anciens téléphones. Ça c'est bon.
Alors, juste un petit détail, c'est que par rapport au SDK, il y a une petite subtilité. Donc j'ai eu un petit souci moi sur les animations qui me généraient des violations d'accès, puis des segmentations fault et autres joyeusetés. Je l'ai réglé en mettant à jour le SDK. Donc quand vous installez l'environnement, comme avant, il pré-renseigne rien à cet endroit-là. C'est lors de la première recherche, alors quand vous êtes sur les projets explorateurs ici, quand vous êtes là-dessus, c'est la première recherche d'un périphérique Android, donc là en cliquant à droite et actualiser sur la cible, ça va déclencher le téléchargement du SDK. Enfin, il va vous demander si vous voulez l'installer si vous ne l'aviez pas fait. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez dans les options de l'environnement, comme dans les versions précédentes. Sur la partie SDK, donc on est sur déploiement, SDK. Donc on se retrouve avec du Android ici, avec les bons chemins. Si vous voulez faire une mise à jour du SDK parce que vous auriez des bugs un peu bizarres, vous allez pouvoir copier ce chemin-là, aller dans les explorateurs de fichiers, ici. Donc vous trouvez la version Android installée pour la version de Delphi que vous utilisez, ou la version de C++ Builder, et vous lancez simplement le SDK Manager, où vous laissez faire les mises à jour derrière. Le fait de faire les mises à jour ne vous perturbera pas pour l'environnement, parce que lui, il sait se débrouiller. Par contre, ça vous permettra de compiler avec les bonnes versions les derniers correctifs de bugs côté Google, et donc d'être tranquille derrière s'il y avait des petites subtilités. Alors, par rapport aux permissions, pour revenir plus en détail, donc on a deux fonctions qui sont désormais disponibles à partir de la librairie, de l'unité système.permission. C'est check self permission et request permission. Alors évidemment, on était sur un système multiplateforme où on code une fois et ça fonctionne partout. Là, on se retrouve à nouveau avec des petites bidouilles par rapport à Android pour Google. Évidemment, si vous travaillez vous-même, seul, directement pour des appareils que vous managez, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Puisqu'en fait, pour l'instant, et ça peut évoluer dans l'avenir, ça va sans doute le faire, il n'y a pas de blocage obligatoire de toutes les applications si elles ne sont pas en API 26 sur les nouveaux téléphones. Par contre, Google a quand même annoncé que comme Apple, ils allaient tous les ans changer de version et remonter le niveau minimum d'API pour les diffusions sur le Play Store. Donc ceux qui diffusent sur le Play Store seront obligés de suivre les évolutions, ce que Android fera, ce que Embarcadero fera avec les environnements de développement. Par contre, ceux qui diffusent en direct ou qui laissent les APK en téléchargement ou qui passent par Amazon pour la diffusion de leurs applications mobiles en Android n'ont pas de raison, enfin ne sont pas obligés de suivre les préconisations de Google pour leur store. Et là j'ai des applications un petit peu sur tous les magasins d'applications possibles. Et effectivement, il n'y a que sur le Play Store qui demande absolument l'API 26. Donc l'ancien système d'approbation des permissions, ça se faisait au niveau du Play Store. Donc quand on a un téléchargement d'appli, déjà sur la fiche de l'application, il nous affiche les différentes demandes faites par l'appli, et lorsqu'on la télécharge, il l'affiche aussi. Par contre, les utilisateurs ne sachant pas trop ce qui se passe, mais se posant pas plus de questions que ça, en général, ils valident s'ils ont envie d'utiliser l'application, et puis il se passe ce qui se passe derrière. Peu importe si l'application en demande trop, ou en utilise trop. La nouvelle version, c'est que quand on fait nous-mêmes la demande, donc le check, le request permission, on se retrouve avec une fenêtre qui apparaît pour l'utilisateur, avec une ou plusieurs permissions demandées en fonction de ce qu'on a mis nous-mêmes, et à lui d'autoriser ou de refuser. Sachant qu'il a dans les options du système d'exploitation, donc sous Android, une partie paramètres où il peut désactiver les permissions, ou les réactiver ultérieurement. Donc à nous systématiquement de faire la demande et de vérifier si on a accès ou pas derrière. Donc, vous allez voir, c'est assez simple à utiliser globalement. Donc, par rapport aux anciennes applis, on va continuer à faire la liste comme on le faisait avant. Donc là, dans le projet, options, sur les permissions d'utilisation pour Android. Donc là, on en avait un paquet. Alors pareil, en général, il vaut mieux le faire sur toutes les configurations, pour être tranquille. Donc là, on désactive celles qui ne servent pas et on active les autres.
enfin celles qui nous servent. Donc ça, on va devoir continuer à le faire pour les anciens appareils, ceux qui ne sont pas à niveau par rapport à Android. Par contre, le système n'en tiendra plus forcément compte. Et donc on va devoir utiliser le nouveau système de demande de permission pour les nouveaux téléphones. Alors par contre, quand demander les permissions, petite suggestion de la part d'Embarcadero et de la plupart des éditeurs de solutions de développement, dans les bonnes pratiques, on demande la permission quand on a besoin d'utiliser la chose qui dépend de cette permission-là. Alors si c'est une application qui utilise de la géolocalisation, par exemple un jeu, elle va le faire en permanence, donc en gros, au démarrage de l'appli la première fois, on explique éventuellement pourquoi on a besoin de telle ou telle fonctionnalité, et on active la fonctionnalité. Si on fait une demande de permission et que l'utilisateur ne sait pas à quoi ça correspond, il aura tendance à dire non. Enfin, la plupart maintenant sont en train de s'habituer à refuser systématiquement les trucs qui sont demandés et qui n'ont pas de raison d'être. Donc faites de la pédagogie quand vous avez besoin. Et si par exemple vous êtes déjà dans une fonction, par exemple pour accéder à l'appareil photo, l'utilisateur clique sur prendre une photo, il est logique à ce moment-là que vous lui demandez la permission d'utiliser l'appareil. Et il va avoir tendance à répondre OK dans ce cas-là. Ce qui serait un peu idiot de vous dire non alors qu'il vient de demander de prendre une photo. Donc c'est essayer de le faire de façon contextuelle et logique par rapport à l'utilisateur pour éviter les refus. Et comme toujours, de ne faire les demandes de permission que des choses qui sont utilisées pour éviter des bizarreries ou d'être montré du doigt sur les réseaux sociaux parce que votre application demanderait trop d'informations du style accès au contact et autres s'il n'y a aucune raison qu'il accède au contact. Je crois que j'ai tout dit, donc tout ça c'est stocké au niveau du manifeste par rapport à l'application. Et voilà, donc là, alors c'était par rapport à la cette copie de code était par rapport à la version bêta de RStudio 10.2, 10.3, je vais y arriver, Rio. Donc là, dans la version bêta, on avait donc la possibilité d'ajouter système.permission, donc l'unité qui va gérer les permissions pour Android. Donc là, en l'occurrence, d'autres unités pour Android, et le FMX Dialog Service qui sert à gérer tout ce qui est plateforme dans FireMonkey. Donc en gros, c'est ce qui permet de lister les fonctionnalités liées à une plateforme en particulier, puis de tester si elles sont disponibles ou pas dans l'exécutable qu'on est en train de lancer. Et donc là, par exemple, si on a demandé d'activer la géolocalisation, donc là il y a un composant en fait pour ça. Si ce composant-là est actif, à ce moment-là, on va faire un appel au système de demande de permission, donc par permission service.request_permission, d'où le besoin d'avoir ça et ça. On lui passe les permissions dont on a besoin, donc là en l'occurrence le tj manifest permission.javaclass.access machin truc. Et il appelle lui une fonction de callback. Donc là en l'occurrence, comme c'est une méthode anonyme, on peut lui passer directement l'information ou on fait un lien vers une méthode ailleurs. Et là, dans ce cas-là, en fait, si on a la permission, ou en tout cas quand on a une réponse, ça rappelle la méthode qu'on a passée et on peut tester à l'intérieur si on a eu l'autorisation ou pas. Et en fonction de ça, soit on active ce qu'on voulait faire, soit on signale à l'utilisateur qu'on en a besoin, pour quelle raison on en a besoin, quitte à refaire la demande tout de suite. Donc là, dans celle-ci, par exemple, on a les permissions qui ont été passées. Ici, la liste des résultats pour chacune des permissions. Donc là, il n'y en a qu'une seule, donc c'est forcément un tableau avec un seul élément, d'où le test ici. Et si la réponse à l'élément 0 est OK, à ce moment-là, il déclenchait le censeur, sinon il désactivait la demande du censeur et puis ensuite il affichait un message. Donc ça en fait on va l'utiliser un peu partout maintenant dès qu'on aura besoin de quelque chose sur Android qui soit lié au capteur ou qui soit lié à des notions de vie privée et de confidentialité des données. Puisqu'en fait ce sont les points importants sur lesquels les permissions les nouveaux systèmes de permissions sont axés. Un petit peu comme Apple d'ailleurs. Voilà. Du coup, vous allez devoir me croire sur parole. Donc ensuite, l'autre grosse modification concernant Android, c'est le Z-Order et les composants natifs. En fait, on avait un souci sur Android, c'est que quand on appelle des fonctionnalités genre l'affichage de vidéos, la cartographie ou des choses comme ça,
c'était directement l'API Android. Du coup, si on voulait afficher des composants par-dessus, on ne pouvait pas, puisque le web browser, Media Player, Banner et MaView passaient par-dessus tout le reste. Alors, évidemment, dans la zone qu'on aura définie, mais en tout cas, écraser l'affichage. Donc on ne pouvait pas y rajouter de boutons ni quoi que ce soit, donc désormais c'est possible. Alors, Embarcadero a modifié un certain nombre de composants pour y changer la propriété plateforme. Alors, si je viens là-dessus, style, évidemment, c'est pas sur celui-là, mais si je rajoute un bouton par exemple, voilà, alors ça, pardon, style, ça m'a perturbé cette histoire d'Android, voilà. Donc on a un contrôle type qui permet de savoir si on est stylé ou plateforme. Et en fait, en choisissant plateforme, il a la possibilité de rajouter des composants par-dessus les composants qui étaient jusque-là verrouillés parce que liés directement à l'API. Donc ça, c'est le cas, et voilà, ici. Donc ça, c'est le cas pour tout cela. Donc le multiview, tes boutons, tes speed buttons, tes color buttons, et ainsi de suite. Et on a aussi la possibilité de gérer réellement en tant qu'affichage API Android ces 4 composants-là maintenant, donc le T-Calendar, le T-Edit, le T-Switch et le T-Multiview. Donc ces 4-là peuvent être gérés en stylé comme on le faisait jusque-là, ou en API Android réel, donc sans le style. Alors que ceux qui sont ici, enfin les autres qui peuvent être gérés avec le contrôle type à plateforme, en fait, on n'utilise pas encore les API Android dessus, mais ils sont gérés de telle sorte qu'ils puissent passer par-dessus. Donc on peut désormais mettre des composants par-dessus un web browser, un media player, et ainsi de suite. Donc là, du coup, évidemment, j'avais une petite démo, mais elle passera probablement pas, on va l'essayer quand même. Et du coup, en natif, on a aussi le T-Switch, qui est géré directement. Voilà. Bon, j'ai quand même essayé la petite démo que j'avais. Donc là, je vais chercher le programme, ici. Donc c'est pas les permissions, c'est celui-ci, Z-Order. Donc là, c'est une carte par-dessus laquelle on a un bouton, normalement. Enregistrer, non. Voilà, donc carte Google sur laquelle on a des boutons. Et là, vous voyez bien que c'est le thème View. Donc si je la lance sur mon cher téléphone, est-ce qu'il va passer? Ou est-ce qu'il a décidé de ne plus fonctionner du tout avec cette version? Donc là, normalement, une fois que c'est compilé et exécuté, on a la carte qui apparaît, et puis les 3 boutons par-dessus qui permettent de changer la localisation sur laquelle on est. Suspense. Oui. Alors, donc on a l'application qui se lance. C'est bizarre pour la caméra quand même. Il doit manquer une autorisation au niveau une permission au niveau du programme. Alors, j'ai toujours le logo. Ouais, c'est bon. L'application ne veut pas démarrer. Elle reste bloquée sur le logo d'Android. C'est ballot. Bon. Eh bien, on va dire que je vais changer de smartphone pour mes démos, puisque ça ne veut plus marcher. Ok.
ok, je réinstallerai. Je vous referai des petites vidéos séparées pour vous montrer les trucs plus proprement une fois que j'aurai compris pourquoi ça déconne. Ok, donc pour le Z-order, donc on peut superposer des champs, enfin, des composants, alors qu'on ne pouvait plus pas jusque-là. Par rapport à iOS, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut traiter désormais les iOS 11, 10, 11 et 12, et on peut utiliser le simulateur dans la version 10. Alors attention, le simulateur iOS, on ne peut pas faire de debug ni quoi que ce soit en 11 et 12 pour l'instant. Apple a encore changé des petites choses dessus, et c'est pas encore pris en compte par Embarcadero. Donc si vous essayez d'utiliser le simulateur, prenez plutôt iOS 10 dessus, pour pas vous embêter. Et évidemment, pour travailler, vous pouvez utiliser les 3 dernières versions. Alors, sur la RTL, donc, grosses évolutions de la RTL, notamment au niveau de l'accélération de tout un tas de choses. Donc, ils ont optimisé notamment les listes et la gestion d'objets. Donc, je vais repasser rapidement dessus, hein, mais si vous utilisez des JSON ou des collections, vous allez constater de grosses améliorations, notamment sur des gros volumes. PCRE a été mis à jour en UTF-16 sur Windows et est désormais compilé en Clang directement avec C++ Builder. Puisqu'en fait, la grosse évolution au niveau des compilateurs côté C++ Builder, c'est aussi la possibilité derrière de pouvoir compiler enfin des projets open source qui étaient sous du Visual C ou d'autres, et ou GNU, directement depuis C++ Builder, et du coup, Embarcadero s'en sert désormais pour intégrer les différentes librairies dont on a besoin. Donc, PCRE, qui était la librairie de calcul d'expression régulière, est désormais mis à jour aussi, comme Zlib, qui a été aussi mis à jour au passage. Côté FireDAC et base de données, donc on a les dernières versions des moteurs de recherche, enfin des moteurs de base intégrés. Alors pareil, hein, toujours côté pro en local, et sur la version entreprise, toutes les bases disponibles. Grosse évolution donc dans la série intégration au fur et à mesure des fonctionnalités liées à XTJS ou d'autres librairies JavaScript. Embarcadero nous a aussi rajouté des modifications concernant la génération de fiches JSON pour être un peu plus rapide et surtout lever des ambiguïtés, notamment sur les toString ou les toJSON, où c'était pas forcément toujours clair pour tout le monde, et je me suis fait avoir plusieurs fois d'utiliser toString pour faire du JSON, alors qu'en fait c'est tout JSON qu'il faut utiliser si on veut échapper les apostrophes ou les caractères accentués par exemple. Donc tous ces trucs-là, ils les ont un peu éclaircis au niveau de la documentation et puis optimisés dans le code. Il y a des évolutions côté DataSnap, TFD Batch Move et autres pour gérer JSON, et il y a de grosses modifications aussi côté Red Server par rapport à ça. Donc pour en rester sur FireDAC, donc là vous avez les différentes évolutions dans la version 10.3. Du coup les mises à jour des moteurs, des changements sur le TFD param, qui est désormais en Unicode, MongoDB avec le BSON qui a été amélioré, la nouvelle version de la librairie SQLite pour iOS, donc qui est embarquée toute seule hein, quand on a besoin, enfin quand on utilise SQLite au niveau d'une connexion et avec FireDAC. Et donc des évolutions côté DataSnap. Donc petit rappel, DataSnap, ça permet de communiquer entre plusieurs applications, donc plutôt serveur et client, ou serveur et application mobile. Je vous en reparlerai peut-être lors du séminaire, enfin du webinaire du 18 décembre, qui est consacré aux synchronisations de données entre différentes applications, différentes bases et ainsi de suite. Red Server, donc ça j'en reparlerai lors d'un webinaire complet sur Red Server, puisqu'il y a eu pas mal de demandes là-dessus pour savoir comment il fonctionne, à quoi il sert, et ce qu'on peut en tirer. Donc tout ce qui était nouveauté sur Red Server et autres modifications, on le refera dessus. Et donc là, par rapport à la 10.3, pour faire court, il y a eu des évolutions concernant l'intégration de XTJS, et Red Server est désormais un vrai serveur web, car il peut sortir autre chose que des API. Enfin, des API ou des bases de données, ainsi de suite, puisqu'on peut directement configurer pour ressortir des images, des fichiers texte, HTML, et ainsi de suite. Côté RTL, autre évolution, donc sur la librairie HTTP, il y a eu des modifications concernant la possibilité de filtrer
les informations, notamment au niveau des headers HTTP transmis lors d'une requête, donc les types MIME et les accept headers, qui se sont répercutés au niveau de RAD server aussi pour la sélection pour pouvoir filtrer les réponses en fonction des demandes. REST client librairie a été un petit peu plus optimisé avec des propriétés supplémentaires, des modifications au niveau de SOAP qui utilisent désormais les librairies natives et plus indie. Donc on bénéficie du HTTPS sans avoir embarqué de OpenSSL en DLL. Et au niveau cloud, ils ont amélioré un petit peu remis au goût du jour Azure et AWS S3 pour leur support et les API côté Microsoft ou Amazon. Donc les nouveautés de RAD Server, j'en parlerai pas cette fois-ci, donc juste rapidos. Jusque-là, on avait un éditeur pour faire le filtrage et mettre en place les endpoints. Maintenant, on peut le faire aussi sous forme d'attributs directement dans le code. Et donc dans cette partie-là, il y a eu pas mal d'évolutions pour pouvoir gérer tout sous forme de code. Par rapport à la licence, juste un petit point, donc RAD Server est désormais disponible en version un poste, enfin un serveur, dans la version entreprise. Donc on a droit à une installation hors développeur. Et dans la version architecte, il est désormais disponible en multi-serveur. Donc si vous avez la version architecte, en fait, vous pouvez utiliser RAD Server sur tous les ordinateurs que vous voulez, à condition bien sûr qu'ils soient dans votre entreprise. Et vous en servir comme serveur d'API ou autre. Voilà, donc juste petit changement. Alors côté livraison, donc, on a donc la version Community Edition pour Delphi et C++ Builder. On a la Pro qui inclut IBLite pour Interbase. On a la version Entreprise qui inclut toutes les bases de données, Datasnap, FireDAC, RAD Server. Une licence RAD Server donc en déploiement et une licence IP2Go gratuite aussi en déploiement pour les mobiles. Et la version architecte a été pas mal modifiée sur le bundle de produits fourni avec. Donc la version architecte, pour rappel, c'est la version entreprise de RAD Studio, avec en plus Aquafold Aquadata Studio qui remplace RStudio, pour tout ce qui était création de bases de données et reverse engineering et génération, enfin maintenance des bases de données en fait et de leur structure, parce qu'ils génèrent les requêtes qu'il faut pour faire les mises à jour et ainsi de suite, ou pour les créer évidemment. Donc c'est lui qui va remplacer désormais RStudio qui était fourni avant et Power Studio. Il y a désormais une licence XTJS en tant que développeur dans la version architecte et donc une licence de déploiement multi-site pour RAD Server. Donc évidemment, tout ce qui est licence, n'hésitez pas à recontacter Bernstein et Maxime en particulier si vous avez des questions, des besoins ou envie d'avoir plus d'informations dessus. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation de la 10.3 Rio. Voici donc ce qui a été essentiellement mis dedans, donc des modifications côté C++ Builder et Delphi sur les langages pour les deux. FireMonkey avec Android Z-Order, les composants natifs côté Android et l'API 26, donc les permissions. Windows 10 pour les nouvelles unités, la WinRT aussi, VCL, le Windows Store et les écrans à haute définition. Sur l'IDE, donc gros relookage, qui n'est pas qu'un relookage d'ailleurs, parce qu'il y a aussi pas mal d'évolutions, l'accélération d'affichage, l'accélération des écrans dès qu'on ouvre, même qu'il y a beaucoup de composants qui ne dépendent plus du fait qu'il y ait ou pas Live Binding activé. JSON optimisé et amélioré pour tout ce qui est interaction avec des librairies JavaScript, dont XTJS bien entendu. Et voilà. Donc je crois que j'ai fini pour la présentation de la 10.3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, ou vous nous les posez plus tard si vous préférez. Maxime, si tu es là, je te rends la main. Ouais, il y avait des questions, Patrick, tu m'entends? Oui. Alors, je vais juste reprendre un petit peu. Alors en fait, c'était sur quand il y a une petite demi-heure concernant l'image collection et un virtual image. La question c'était, il faut donc utiliser une image collection et un virtual image à chaque fiche? Alors, en fait, le image collection, il est à mettre au niveau d'un data module. Donc c'est le conteneur global en fait.
Il faut le prendre comme une ressource dans laquelle vous allez stocker les images dans les différentes tailles qui vous intéressent sur votre projet. Par contre, le virtual, des virtual image list est à utiliser directement sur la fiche ou sur le frame. Parce qu'en fait, il va déterminer depuis la fiche ou le frame le type d'écran sur lequel il est et donc la résolution. Et donc, si vous le mettez ailleurs, en fait, il ne bénéficiera pas des évolutions, donc autant continuer à utiliser un image list. Là, si vous voulez vraiment bénéficier de ça, en fait, le virtual doit être mis au niveau de la fiche directement. Et donc, en fait, les composants seront rattachés en local dans la fiche à ce composant-là, qui lui-même est rattaché à celui qui est dans le data module éventuellement. Je vais juste reprendre sur le projet si je le retrouve. Ici. Parce que là, dans l'exemple, en fait, tout était au même endroit pour simplifier le travail, mais en fait, celui-ci ne devrait pas être là. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui permettent de migrer vers une image list vers un image collection. Ici, si vous faites un clic droit, vous pouvez charger l'image collection à partir d'un image list existant. Donc il va récupérer les images dans le même ordre, avec la même résolution, et vous créez le composant qu'il faut. Derrière, vous aurez juste à modifier dans les sources le pointage vers le virtual image au lieu de l'autre. Voilà. D'autres questions? Et il y avait donc maintenant iOS 12.1.1. Oui. Est-ce que ça fonctionne aussi? Alors, la bêta a été gérée, donc a priori la nouvelle devrait l'être aussi. J'ai pas fait le test pour l'instant parce que je crains un peu les mises à jour d'iOS tant que je suis pas sur la dernière version pour Xcode à cause des histoires de compilation, débugage et autres. Enfin, tant que je fais des démos, en fait, je me méfie un petit peu des mises à jour. Par contre, effectivement, j'ai vu passer des messages comme quoi sur la dernière version était prise en compte, y compris sa dernière mise à jour en date. Donc si vous êtes déjà en iOS 12, vous pouvez passer sur la 12.1 sans risque, ça fonctionnera. Évidemment, il faut avoir donc la 10.3 de Delphi ou C++ Builder, et le bon PA Server, puisque c'est celui qui est fourni avec et qui permet d'accéder à la bonne version de Xcode derrière, qui lui-même doit être compatible avec la bonne version de iOS. La chaîne Apple est à respecter de bout en bout, mais si tout est bon, vous ne devriez pas avoir de soucis de compilation et débugage. Sinon, au pire, ça compile, mais ça ne vous permet pas de faire du débugage en direct. Par contre, évidemment, quand on fait une mise à jour sur iPhone et autres, on ne peut pas revenir sur l'OS précédent. Donc, si vous en avez plusieurs, faites le test sur un avant de faire quoi que ce soit, et puis mettez à jour les autres si ça passe correctement par rapport à vos besoins. D'accord. Il y avait donc si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser directement sur le chat. Si c'est le moment. Et sinon, tu voulais terminer sur quelque chose d'autre éventuellement Juste rappeler qu'on va continuer à faire des webinaires à raison de, enfin, normalement à raison d'une fois par mois, et le prochain, en fait, c'est celui de décembre, qui a lieu le 18, donc mardi prochain, si je ne me trompe pas, qui sera consacré aux synchronisations de données entre applications et bases de données. Donc je parlerai un petit peu de plusieurs systèmes qui sont fournis en standard à partir de la Pro, donc aussi disponibles en Community Edition, qui permettent de transférer des informations d'un programme à un autre, qu'il soit sur le même ordinateur ou sur plusieurs ordinateurs différents. Donc j'ai prévu de parler de Data Tethering et puis de DataSnap, éventuellement un peu RAD Server et deux, trois autres choses, mais en version punchy, puisqu'on devrait avoir 1 heure pour travailler dessus. Donc 5 ou 6 exemples de fonctionnalités qui permettent de synchroniser les données, et puis après vous pourrez aussi nous poser des questions pour en rajouter ou refaire un webinaire suivant. Et comme tu l'as mentionné, tu l'as précisé tout à l'heure, on prévoit un webinaire sur RAD Server aussi. Oui. Donc très certainement, voilà, premier trimestre 2019. Et puis il y a déjà pas mal de webinaires là, en fait, au mois de décembre. C'est assez actif. Et puis peut-être aussi pour reprendre la présentation que tu as fait au Code Rage.
Oui, alors justement, effectivement, c'est bien de me rappeler ce petit détail. Juste un truc par rapport au webinaire, en fait, si vous cherchez les infos que vous ne les trouvez pas sur YouTube ou autre, vous pouvez aller sur mon blog développeur-pascal.fr et dans la partie série, vous avez webinaires sur lesquels je liste ceux auxquels, enfin ceux qu'on fait. Donc vous aurez ici les liens pour revoir les vidéos, récupérer les exemples, téléchargements et ainsi de suite. Normalement de tous, il faut que j'en rajoute 2-3, mais là vous aurez tous les webinaires qu'on fait au fur et à mesure, si vous ne les retrouvez pas sur le site de Bernstein ou sur YouTube directement. Et par rapport au CodeRedge, donc, qui a eu lieu la semaine dernière, vous pouvez consulter les sessions en rediffusion, donc sur embarcaderoacademy.com, en vous créant un compte, hein, et une fois que vous êtes connecté, vous aurez la partie qui est là, CodeRedge, avec l'intégralité des sessions du CodeRedge qui est disponible. Pareil avec les informations sur les présentateurs, la vidéo de rediffusion. Il n'y a pas les questions-réponses parce qu'ils ont été enregistrés séparément, donc je ne sais pas s'ils seront disponibles plus tard ou pas. Et vous avez les supports qui étaient fournis par les différents intervenants, sachant qu'il y a pas mal de sessions sur tout ce qui est débugage qui étaient très intéressantes, et des nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau de Fast Report, qui a fait pas mal de changements sur les versions récentes, qui m'ont bluffé, parce que maintenant on a un éditeur de script en Pascal directement dans Fast Report, dans les rapports si on veut, et IntraWeb où on a eu une présentation de la version 17 qui devrait être disponible en bêta publique en début d'année, et puis en version complète un peu plus tard, et qui est une vraie grosse évolution d'IntraWeb, plus quelques sessions sur Sencha XTJS. Donc c'est vrai que là-dessus, n'hésitez pas à piocher dessus pour la culture générale et pour vous ouvrir l'esprit sur plein de fonctions auxquelles on ne pense pas forcément, parce que c'était vraiment intéressant. Alors tout en anglais, y compris ma petite présentation sur comment faire un jeu facilement, mais ça se comprend globalement assez facilement. Bon, par contre, le webinaire qu'on organisera sera en français là-dessus. Ah oui, oh bah oui. Non, là, en anglais, je me fais une fois par an. Enfin, peut-être un peu plus, mais en tout cas, je reste en francophone pour les trucs faits. Ok, alors nous concernant juste pour finir pour les webinaires, c'est vrai qu'on a organisé la semaine dernière une webinaire présentation sur l'application KissKiss avec Stéphane Danclop, et certains d'entre vous d'ailleurs l'avaient suivi. On est en train de voir s'il serait disponible en rediffusion ou en fait Stéphane proposait aussi éventuellement, parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de sujets qu'il voulait aborder durant le webinaire et par manque de temps, voilà, qui n'ont pas pu l'être. Donc il y a éventuellement peut-être plusieurs petits webinaires aussi qui seront proposés l'année prochaine avec Stéphane. Mais on en reparlera et puis comme ça, il y aura pas mal de sujets de toute façon avec Patrick, Stéphane ou d'autres MVP. Il y a pas mal de choses de prévues pour 2019. Donc, mais pour revenir sur celui-là, Patrick, je te remercie déjà dans un premier temps pour la présentation de la 10.3 et puis suite à la présentation de Paris, c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours positifs. Donc j'espère que ce sera le cas encore pour ce webinaire. Et puis de toute façon, il sera très certainement aussi, on va dire, rediffusé sur la chaîne YouTube. Donc et puis sur les liens que tu as laissés tout à l'heure. Donc voilà, bon, je te remercie encore une fois. Je vais clôturer et puis en remerciant tout le monde pour la participation. Tout le monde est resté jusqu'à la fin. Donc Patrick, c'était super intéressant. Merci encore. Et voilà, je souhaite une bonne après-midi à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.